Et nous voici en direct. Alors bonjour à tous, à ceux qui sont déjà arrivés. On va peut-être attendre une petite minute pour que tout le monde puisse se connecter. On puisse se connecter. Bienvenue à ceux qui sont déjà sur le live. Bonjour Sandra. Et bien sûr, on puisse se connecter. Bien sûr, une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont sinistrées aujourd'hui. Je pense que nous allons pouvoir commencer, Eric. On peut y aller. Bienvenue, merci d'être parmi nous. Première fois à La Réunion, première fois confinée dans un hôtel, j'imagine. Donc toutes les rencontres qui étaient prévues avec Éric Chacour ont hélas, au vu de la situation, été annulées. Il y avait à la Bibliothèque de la Montagne hier, ce soir à la médiathèque François Mitterrand, et il y avait également une rencontre à la médiathèque de la Chaloupe Saint-Leu ou à Saint-Paul. Enfin bref, tout a été annulé. Nous sommes avec vous pour 1 heure et nous allons parler d'un roman, un premier roman qui a fait une entrée fracassante dans le monde littéraire. Il s'appelle « Ce que je sais de toi », publié aux éditions Philippe Ray. C'est une histoire d'amour, d'abord, une histoire d'amour entre 2 hommes, Tarek et Ali. Ça commence du moins dans l'Égypte des années 80. Et l'histoire se déroule jusqu'aux années 2000. Et cette histoire va vraiment impacter la trajectoire de Tarek. Ce que je sais de toi, c'est un roman qui est adressé en grande partie à Tarek sous la forme du tu. Donc il y a un narrateur, on ne sait pas qui c'est au départ. Donc nous allons parler de cet ouvrage. Et puis vous qui nous écoutez, qui êtes là, n'hésitez pas à poser vos questions sur la page et nous y répondrons. C'est donc un premier roman, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il a germé longtemps ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ? Est-ce qu'il a été pensé très en amont ? Alors bonjour à tous, bonjour Peggy. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi, avec vous tous pour cet échange. Peut-être un mot avant de répondre à ta question, juste pour dire que voilà, on a bien sûr une pensée pour toutes les personnes qui sont sinistrées maintenant. On a tous vu des images là qui nous ont déchiré le cœur dans les dernières heures, des toits arrachés, des rues submergées. J'espère que vous êtes tous et toutes en sécurité chez vous et que les dégâts seront limités et surtout qu'ils ne seront que matériels. On avait envie, devant toute la vague d'annulation d'événements, on avait envie quand même d'avoir un moment avec vous et de vous distraire un peu pendant ce moment difficile où on est un peu tous ramenés à notre petite humanité dans cette nature très forte. Et voilà, on avait envie, puisqu'on était tous mus par la même émotion et confinés par les mêmes règles, que ce moment-là soit aussi un moment de partage. Alors, est-ce que c'est un roman qui a longtemps germé ? Oui. C'est un roman qui a pris beaucoup de temps à écrire. J'ai l'habitude de dire une quinzaine d'années, mais à la vérité, c'est même un peu plus, parce que c'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours l'impression d'avoir grandi. Moi, quand j'étais gamin, je voulais pas écrire un roman, je voulais écrire des chansons. C'était vraiment ça, mon rêve. Mais j'avais quand même cette pensée quand je me suis rendu compte que pour écrire des chansons, il faut quand même savoir composer de la musique et que j'avais pas ce don-là.
j'ai quand même commencé à essayer de me dire quelle pourrait être l'histoire que je voudrais raconter. Et depuis à peu près le tournant de ma vingtaine, j'ai eu envie d'écrire celle-ci, d'écrire cette histoire d'amour, cette espèce de Roméo et Juliette entre deux hommes, et de le situer dans l'Égypte de mes parents. Et donc, j'ai l'impression que ça fait presque 2 décennies que je grandis avec ces amis imaginaires qui, depuis maintenant 2 ans, sont aussi des amis communs à certains d'entre vous. Ce livre est né, j'ai lu quelque part, pendant un salon du livre, vraiment le déclencheur à Montréal. Alors, le salon du livre, le déclencheur, c'était vraiment pour la publication. Parce que moi, ça faisait longtemps que je l'avais écrit, enfin que j'étais en train de l'écrire. Et pendant la pandémie, je me suis dit, bah, ça n'a pas de sens. On a plein de temps, on est coincé à la maison. Comme on est confiné aujourd'hui chez nous, bah, on est confiné à la maison, on ne peut pas partir. On a des jours de congé, on ne peut pas les utiliser pour partir à l'étranger. On n'a plus de temps de trajet le matin ni le soir. Donc, il faut le finir. Et donc, pendant la pandémie, j'ai fini ce projet qui courait depuis des années et des années. Et au premier salon du livre de Montréal qui a ouvert après la pandémie, j'y suis allé avec mes cousines et comme on a un peu la tradition de le faire, sauf que là, il y avait une chose en plus qui était le fait que je leur avais dit que j'avais terminé ce roman-là. Donc, on jouait un peu avec elles à trouver qui pourrait être l'éditeur. Et, et à un moment, on passe devant le stand d'une maison d'édition qui s'appelle Alto au Québec. Et ma cousine me dit, oh, regarde, c'est ma maison d'édition préférée. Regarde les couvertures comme elles sont belles. Et voilà, je suis rentré le soir, j'ai regardé quels étaient les auteurs qu'ils publiaient. J'ai vu des noms d'auteurs que j'aimais, ou en tout cas que je connaissais, des gens comme Dominique Fortier, des gens comme Nicolas Dickner, qui sont des auteurs qui sont assez connus chez nous au Québec. Larry Tremblay, qui avait signé L'Orangerie, qui avait eu, je crois, le concours des lycéens il y a quelques années. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est une belle maison. J'ai lancé ma bouteille à la mer et j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, la première bouteille à la mer lancée a été celle qui a été reçue et la suite appartient à la petite histoire. Alors, on va saluer ceux qui nous regardent. Bonjour à Philippe, bonjour à Stéphane qui nous regarde en direct de l'Australie, également Sandrine, Florence et Laetitia. Merci à vous d'être ici. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a une construction narrative intéressante, c'est-à-dire que le narrateur s'adresse à quelqu'un, on sait que cette personne est Tarek, mais on ne sait pas à qui il s'adresse. Ça fait partie de l'intrigue du livre et de son histoire. Est-ce que cette construction du récit s'est imposée très tôt à l'écriture? Oui, très très vite, j'ai su que je voulais faire ça. Cette espèce de petit jeu avec le lecteur ou la lectrice, avoir une seconde personne, un truc auquel on n'est pas habitué, un truc qui nous choque un peu au début. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi est-ce que l'auteur s'adresse à moi et en plus pour me raconter une histoire qui n'est pas la mienne? C'est toujours un peu particulier. Et puis je voulais que le lecteur ou la lectrice finisse par l'oublier, se dise, bon, c'est la petite musique du texte, c'est la pirouette stylistique de l'auteur, c'est un petit parti pris littéraire, et que d'un coup ça leur vienne en pleine figure. Qu'il ou elle se dise, mais oui, bien sûr, s'il y a un tu, c'est qu'il y a un jeu, et s'il y a un jeu, alors qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un personnage que je connais déjà, un personnage que je vais découvrir? Ça, très vite dans l'écriture, je savais que je le voulais. Ce qui, par contre, est arrivé beaucoup plus tard, c'est le moment de la révélation. Dans les premières ébauches du livre, je pensais faire la révélation à la toute fin. Et puis après, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop film américain, tu sais, le tadam tam. À la fin, tu as l'espèce de grande révélation sur qui est le narrateur ou la narratrice. Et non, je trouvais que ça faisait entrer plus de lumière dans le texte, d'avoir cette révélation peut-être à la moitié ou aux 2 tiers. Mais cette intention de faire un récit qui était à la deuxième personne, c'est-à-dire un peu de biais, c'est quelque chose qui s'est imposé assez rapidement. Alors, c'est un roman donc qui est très structuré, qui passe d'une époque à l'autre. Comment est-ce que tu as travaillé tout ça, chaque rebondissement? J'ai entendu dire que tu avais utilisé des bases de données, des choses comme ça. Comment est-ce que tu as construit tout ça au fil des mois? Pour structurer le texte lui-même? Oui, tout à fait, oui.
Le truc, c'est que moi, je viens pas du monde de la littérature. J'ai jamais étudié la littérature, enfin, pas au-delà du lycée. D'ailleurs, c'est drôle, je suis à La Réunion en ce moment grâce au prix Métis des lycéens. Donc, je suis face à des jeunes de 15, 16, 17 ans. Et ça me rappelle les derniers cours de français que j'ai eus dans ma vie. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai étudié et j'ai pas eu non plus de cours de création littéraire. Donc, je savais ce que je voulais raconter. J'avais mon histoire. Dans ma tête, elle me semblait belle, mais je ne savais pas si j'arriverais à la rendre belle par l'écrit. Et je ne savais pas comment la structurer. Donc, j'ai essayé de faire un plan, vraiment le plan le plus granulaire possible, le plus précis. Savoir chapitre par chapitre quels seraient les personnages en présence, les informations qu'ils s'échangeraient, les choses qui, à mon avis, pourraient donner envie au lecteur ou à la lectrice de tourner la page. Et, et quand j'ai eu cette espèce de plan qui était assez précis, j'ai commencé à l'écrire. Mais je l'ai écrit dans le désordre. C'est-à-dire que j'y allais vraiment selon l'inspiration. Il y avait des, il y avait des passages qui m'inspiraient plus, donc je me lançais dans ces passages-là. Il y en avait d'autres qui ont été écrits, qui se trouvent peut-être juste après, mais qui ont été écrits 15 ans après ou 15 ans avant. Donc c'est vraiment selon l'inspiration que l'écriture s'est faite. Euh, j'ai pas utilisé vraiment d'outils pour faire ce plan-là, mais disons que c'était quand même sur Excel. Et c'est drôle parce que mon éditrice, on avait beaucoup de discussions ensemble sur la création. Et elle me disait alors, comment est-ce que tu écris, toi? Est-ce que tu es un de ces auteurs qui écrit vraiment au fil de la plume et puis chaque chapitre emmène le suivant? Ou est-ce que tu fais partie des auteurs qui ont besoin d'avoir un plan? Et je lui disais, non, non, moi, le plan, c'est quand même important. Je veux avoir le truc bien structuré et tout. Et elle m'a dit, ah, bah, c'est bien. On est dans la même équipe, toi et moi. Et un jour, elle est venue chez moi, bien longtemps après que le roman soit publié. Et elle me dit, tiens, au fait, ton plan, tu me parles toujours de ton plan, tu ne l'as jamais montré. Et là, je suis allé lui chercher mon gros fichier Excel sur mon ordinateur que je lui ai montré. Et elle m'a dit, non, on n'est pas, on n'est pas dans la même équipe, toi et moi, finalement. Parce que c'est vrai que j'avais essayé de faire quelque chose de vraiment très, très précis et d'assez détaillé. Il y a une phrase en exergue au tout début du livre qui dit merci à ceux qui m'ont fait aimer l'Égypte. Alors, qui sont ces personnes? Vos parents, puisque vos parents sont nés en Égypte? Oui, moi, mes deux parents sont nés en Égypte. Ils se sont rencontrés à Montréal, au Québec, où je suis né, mais tous les deux sont nés en Égypte. Ma mère est d'Alexandrie, mon père du Caire. Euh, et ils font partie des personnes qui m'ont vraiment fait aimer l'Égypte. Mais à vrai dire, l'Égypte, je l'ai aimé à travers eux, je l'ai aimé à travers leurs frères et sœurs, mes oncles, mes tantes. Euh, J'avais notamment une tante qui habitait entre Alexandrie et le Caire. Aujourd'hui, elle est au Caire. Euh, à l'époque, elle habitait avec ses filles et puis les enfants de ses filles. Et c'était un peu la tradition. Chaque Noël, on allait fêter Noël avec ce morceau de Tamila. Et, et pour moi, l'Égypte, ça a été ça pendant des années. Moi, l'Égypte, j'y suis allé peut-être une quinzaine de fois. Euh, Même si l'Égypte que je décris est très, très différente de celle que je voyais en tant que touriste, je l'ai aimée à travers leur regard, à travers la partie de ma famille qui habite là-bas encore, à travers la partie de ma famille qui n'y habite plus, mais qui me racontait ses récits, et puis à travers les amis de mes parents. J'ai plein de souvenirs très précis de ces fins de repas un peu trop arrosés où chacun y va de ses souvenirs d'enfance et puis voilà, il commence à lâcher les vannes et à raconter. Tu te souviens la fois où quand on était jeune, le soir du réveillon, on est allé faire un camping sauvage devant les pyramides. Et moi, dans ma tête d'enfant, ben, j'imaginais ces jeunes-là qui faisaient du camping un soir de réveillon devant les pyramides et ça me déclenchait plein d'idées comme ça. Et je me suis amusé à en remettre quelques-uns dans mon récit. C'était important pour moi ouais, de faire une sorte d'Égypte par touche impressionniste, telle qu'on me l'avait racontée. Et comment est-ce que tu as réussi à recréer vraiment avec autant de détails cette Égypte des années 80, à part Mais les souvenirs des uns et des autres? c'est vraiment à partir de ça. À partir de ça, et alors de plus en plus dans les dernières années, comme mon roman était sur le point d'être terminé, alors personne ne savait que j'écrivais un roman, mais quand j'allais là-bas, je faisais beaucoup parler ma tante, mes cousines, euh, qui devaient trouver que j'étais beaucoup plus intéressé qu'à l'habitude par leurs histoires leurs souvenirs d'enfance.
et je prenais des notes. Dès qu'on terminait une conversation, je courais sur mon téléphone pour noter 2-3 choses qu'elle m'avait dites. Ah oui, oui, la cabine de plage qu'on avait sur la plage de Agami, il y avait du bois croisé vert. Attention, quand on mettait les doigts dessus, on pouvait se prendre des écharpes. Et je me disais, des petits détails comme ça, l'écharpe qu'on a peur de se prendre sur la barrière en bois vert, ça a autant de valeur que quelque chose qui serait beaucoup plus anthropologique. Moi, j'avais pas envie de raconter le quart de carte postale. J'avais pas envie de raconter. J'avais pas envie de tomber dans une certaine forme d'exotisme. Mais je voulais raconter le quart de personnes qui seraient là-bas et qui regarderaient des détails qui sont pas forcément les mêmes que celui d'un touriste qui irait là-bas. Alors, il y a deux personnages forts dans ce roman, donc Tarek et Ali, plus le narrateur mystère, donc je ne dirai pas plus pour préserver le suspense. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un en particulier pour créer ces deux personnages? Alors, mon inspiration, c'est pas quelqu'un de mon entourage. Ce sont deux personnes que tout le monde connaît, au moins deux noms. C'est Roméo et Juliette. Je me suis vraiment inspiré de Roméo et Juliette pour écrire et bâtir ce récit. Pour tout un tas de raisons que je ne peux pas exactement expliquer parce que ça divulgacherait trop d'éléments du récit. Mais j'ai vraiment construit ce roman un peu comme la pièce de Shakespeare, en reprenant quelques mécanismes narratifs qu'il y avait dans sa pièce. Après, oui, bien sûr, sur le caractère, on s'inspire toujours des gens qui nous entourent, parfois un peu de soi aussi. Peut-être qu'il y a un petit peu de moi dans certains aspects du personnage de Tarek. Pas que, j'espère, parce que parfois j'avais aussi envie de le secouer un peu. Mais je crois qu'il y a toujours. Alors, de mon côté, je n'ai plus Eric avec nous. Alors, quelques petits problèmes techniques que nous allons résoudre rapidement. Alors, profitez-en pour poser vos questions dans les commentaires. C'est l'occasion, le temps que Eric revienne parmi nous. Alors, nous avons avec nous Philippe, Stéphane toujours. Philippe, il y a une suggestion qui nous dit que le titre du prochain roman sera peut-être Garance, pourquoi pas. Nous avons aussi Laetitia avec nous et Sandra qui nous parle donc du déroulé du livre. Alors, est-ce que Eric revient parmi nous ? Alors Éric Chacour, qui, je le rappelle, donc était là à l'occasion de la tournée, puisqu'il est le lauréat du prix du roman métis des lycéens 2024, et donc il a effectué une tournée dans les établissements scolaires concernés, sauf bien sûr en ce qui concerne hier et aujourd'hui. Donc lauréat du prix du roman métis des lycéens 2024. Posez vos questions, n'hésitez pas. Me revoilà. Et on revient vers vous très vite. Ah, c'est les aléas du cyclone. Bienvenue parmi nous. Bon, là, je me suis connecté avec mon téléphone, ça devrait mieux marcher. Parfait, on était en Égypte. Et le personnage principal, donc Tarek, est un médecin dont la vie est bouleversée par une rencontre, celle d'Ali. Ali qui bouleverse sa vie, puisque Tarek est à ce moment-là un homme marié et bouleverse non seulement sa vie personnelle, mais aussi sa trajectoire
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce personnage? Mais oui, Ali, c'est vraiment une fulgurance. Moi, Ali, quand je l'imaginais, il fallait que ce soit l'étincelle, il fallait que ce soit le truc qui fasse dérailler la vie de Tarek. Tarek, il était parti pour avoir une vie qui était tranquille, hein, une vie bien confortable. Il allait faire le même métier que son père, il allait avoir pour amis les enfants des amis de ses parents, il occuperait la même place dans la communauté levantine, la communauté dans laquelle évoluait sa famille, la même place que ses parents. Ça allait être assez simple, il allait faire un bon mariage et puis voilà. Et il fallait quelque chose de suffisamment puissant pour le faire dérailler. Et Ali, c'est cette étincelle, c'est ce qui va provoquer ce déraillement. C'est un souffle de vie. Moi, je pense que Tarek tombe au moins autant amoureux d'Ali parce que c'est un garçon qui est beau, brillant, intelligent, etc., que pour l'espèce de liberté qu'il représente, que pour cette espèce de d'autres versions de Tarek qu'il aurait pu être dans un autre contexte, s'il n'avait pas toutes ces contraintes, s'il n'avait pas toutes ces attentes de la société et de la famille qui pesaient sur ses épaules. Et donc, Ali, c'est cette espèce de souffle de vie. Finalement, on n'en connaîtra pas tant que ça hein, du personnage d'Ali dans le livre, euh, mais j'espère qu'on en connaîtra assez pour soi-même tomber un peu amoureux de lui en le lisant, parce que c'est vraiment un personnage qui est assez magnétique. Alors, il habite dans ce quartier qui s'appelle le Moatam, qui est un quartier défavorisé. Lui est de confession musulmane, il vit avec sa mère, mais c'est un quartier qui est majoritairement chrétien. Et c'est un quartier de recycleurs. C'est un quartier qui est un peu connu parce qu'il y avait ce que Sœur Emmanuelle appelait des chiffonniers, qui sont à la vérité plutôt des recycleurs, des gens qui prennent les ordures, qui trient les ordures, qui les recyclent. Alors c'est vraiment impressionnant à voir hein, si vous avez l'occasion d'y aller un jour. Ce sont des camions de plusieurs mètres de hauteur enfin, plusieurs mètres d'ordures de hauteur qui sont compilés sur ces camions qui arrivent. Et dans cette espèce de grande décharge à ciel ouvert, les ordures sont jetées. Et là, il y a les familles qui sont assises par terre et qui se mettent à faire le tri. La fille va aller mettre de côté les canettes de coca. Le garçon va prendre des chutes de tissu, etc., etc. Puis après, ils vont faire de très jolis objets d'artisanat à partir de ce qu'ils arrivent à recycler. Et Ali vit dans cet environnement. Donc, il vient vraiment pas du même milieu que Tarek. Tarek, c'est vraiment la bourgeoisie du Caire, la bourgeoisie chrétienne du Caire, euh, un médecin reconnu qui a une bonne situation. Et Ali, c'est un jeune homme dont on découvrira plus tard la profession, qui habite avec sa mère et qui est plutôt défavorisé. Alors, est-ce qu'on a de nouvelles personnes? N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. C'est un roman qui aborde de nombreux thèmes, hein, mais notamment le thème de l'homosexualité, notamment dans les années 80 en Égypte et toujours de nos jours où c'est très difficile d'avoir des relations homosexuelles. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté de sensibiliser à la question? Pas consciemment. Pas consciemment. Moi, je n'écris pas de livres militants. Quand j'écris, je cherche pas à dénoncer quoi que ce soit, ou à revendiquer quoi que ce soit, ou à défendre quoi que ce soit. Je parle de choses qui existent. L'homosexualité, elle existe partout et elle existe de toute éternité. D'ailleurs, l'ironie, c'est que la plus vieille trace d'une histoire d'amour entre deux hommes qui existe sur Terre, elle vient d'Égypte. Elle vient d'un vieux mastaba qui a quelques milliers d'années, où il est écrit qu'ici vécurent et s'aimèrent deux hommes, et puis il y a en hiéroglyphe sur les parois de cet édifice retranscrite la vie de ces deux hommes qui avaient vécu là. Euh, donc voilà, quand parfois on essaye de faire croire que l'homosexualité serait une sorte de chose importée de l'Occident, ça n'a évidemment aucun sens. Moi, j'avais envie de raconter cette histoire d'amour entre deux hommes parce que je crois elle aurait tout à fait pu exister à cette époque comme n'importe où. Mais il n'y a pas de volonté militante dans ce que j'écris. Après, c'est sûr que quand le roman sort, qu'il rencontre le succès qu'il a rencontré et qu'il est enseigné dans des écoles,
au Québec, d'où je viens, mais aussi en France, et puis même dans d'autres pays qui sont peut-être moins ouverts au sujet, comme en Roumanie. Moi, je suis allé en parler dans des classes là-bas, je suis allé en parler dans des classes au Mexique. Euh, quand je sais que le livre est sur le point, enfin, est traduit ou sur le point d'être traduit dans une quinzaine de langues, notamment l'arabe, euh, évidemment, je me dis que je suis heureux que des publics qui n'ont pas toujours accès à ce genre d'histoire-là puissent y avoir accès. Euh, Là, le cyclone a interrompu les toutes dernières dates d'une tournée des lycées qu'on faisait à La Réunion, mais j'ai quand même eu l'occasion d'en faire une demi-douzaine. Euh, Ça me touche infiniment de parler d'un livre avec une histoire comme celle-ci, avec des enfants parce que c'est eux qui l'ont choisi, avec des adolescents parce que c'est eux qui l'ont choisi. Euh, Moi, quand j'avais leur âge, en cours de français, comme tout le monde, j'ai lu des dizaines de milliers de pages de littérature et jamais, jamais, je n'ai vu une histoire d'amour entre deux hommes ou deux femmes qui était ne serait-ce qu'en vague intrigue secondaire. Donc, euh, donc je suis heureux de ce petit caillou à l'édifice, même si c'était aucunement l'intention de départ quand je l'ai écrit, évidemment. Est-ce que tu as eu des retours justement sur ton texte à ce niveau-là, au niveau de cette histoire d'amour, J'ai eu beaucoup de positive ou retours. négative? Ouais, j'ai eu beaucoup de retours. J'en ai eu encore hier, avant-hier. On avait une présentation avec Gaël Bellem et puis en parlant avec les gens qui étaient présents, il y avait des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Euh, à vrai dire, j'en reçois toutes les semaines, pour ne pas dire tous les jours. Euh, des, des femmes qui l'ont offert à leur mari alors que ce mari les avait quittés pour aller avec un autre homme, par exemple. Et moi, je trouve que c'est extrêmement fort de faire ce cadeau-là, parce que c'est une manière de dire probablement à la personne qui vous a le plus blessé que vous avez compris. Peut-être aussi de lui expliquer à travers le personnage de Mira ce que vous avez ressenti. Euh, j'ai vu des enfants l'acheter à leur père, par exemple, qui avaient connu ça. Et j'ai vu des personnes qui m'ont dit, ben moi, cette histoire-là, elle ressemble à celle que j'ai pu vivre. Et ça va bien au-delà du contexte de l'Égypte. Euh, dans plusieurs pays, j'ai reçu des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Et j'en ai eu aussi sur d'autres aspects de l'histoire que l'homosexualité. Des aspects qui sont plus sur la question de la filiation, par exemple, ou sur le rapport entre le frère et la sœur. Et c'est drôle parce que quand on parle avec les lycéens, souvent, et souvent d'ailleurs les plus jeunes, les secondes, parfois les premières, parlent beaucoup de la relation entre Nesrine et Tarek, entre le frère et la sœur. Et ça, c'est quelque chose qui me touche. Alors, on a une question de Gigi. Bonjour Gigi, qui demande s'il y a un prochain livre en préparation. Avec, par exemple, pourquoi pas La Réunion, le cyclone, ça peut être des bases. Ah, mais c'est drôle parce que justement, justement, on a un petit groupe WhatsApp de conversation avec tous les organisateurs de la réunion des livres. Et je leur disais, mais ça ferait un excellent Agatha Christie, cette espèce de huis clos, on est tous confinés à l'hôtel et tout. Mais non, blague à part, j'ai un projet d'écriture. En fait, j'ai toujours eu deux idées en tête, très très claires. Euh, Deux histoires avec deux séries de personnages qui se passent dans deux lieux différents, à deux époques distinctes. Et je ne sais pas exactement pourquoi j'ai commencé par celle que vous avez eue entre les mains, mais j'ai bien envie de me lancer dans la deuxième maintenant. Euh, et alors le paradoxe, c'est que je n'ai jamais aussi peu écrit dans ma vie que depuis que je suis écrivain, parce que ça a quand même occupé pas mal enfin la promotion du premier a occupé pas mal de place dans ma vie. Mais là, ça fait quelques mois que j'arrive à retrouver le temps d'écrire. Donc oui, il y a un projet. Après, vous savez, celui-ci m'a pris une quinzaine d'années à écrire, donc je suis pas, je suis pas un staccanoviste de l'écriture non plus. On Ça ne va pas viendra quand ça attendre 15 viendra. ans tout de même pour le prochain. Bon, 10, 12 peut-être. Alors, il y a Paul, bonjour Paul, qui nous dit: j'ai rencontré ce roman à Montréal sur recommandation donc, de sa fille qui s'appelle Karen, que tu as rencontrée à Montréal. Voilà. Ah oui, je vois bien alors. Mais oui, qui est libraire d'une très très belle librairie qui s'appelle la librairie Bertrand dans le Vieux-Montréal et qui a été une des premières libraires à défendre ce livre.
Il y a Sandra qui nous dit Agatha Christie, parce qu'il y avait cette idée de tout à l'heure de Mais oui, confinement. mais oui, ça Voilà. ferait, ça ferait un Agatha Christie merveilleux, je suis sûr. Mais pour terminer, je ne sais pas si tu as une question pour l'intervention de juste avant. Mais oui, pour terminer, donc Karen est une libraire qui vient de La Réunion. D'ailleurs, elle m'a dit que j'étais sur le point de passer dans le lycée où elle avait étudié elle-même à La Réunion, mais malheureusement, il fait partie des lycées qui ont été annulés pour cause de cyclones. Et, et ça me ramène à quelque chose qui est très important pour moi, qui est que ce roman-là a vraiment été défendu par les libraires, et en premier lieu par les libraires du Québec. Euh, Au point qu'un jour, quand on a demandé aux personnes qui travaillent chez Philippe Ray, mais comment est-ce que vous avez découvert ce livre-là, euh, écrit par un inconnu, qui est un premier roman, qui est sorti de l'autre côté de l'Atlantique, la réponse qui est venue tout de suite, c'est quand on a vu l'abondance de coups de cœur de libraires, on s'est dit qu'il y avait quelque chose. Donc, on voulait le lire, se faire une idée. Après, on aime, on n'aime pas, c'est autre chose, mais il faut au moins qu'on se fasse une idée. Et c'est comme ça que le déclic s'est fait. Donc moi, je reste très attaché aux libraires qui ont défendu ce livre, qui lui ont un jour offert leur prix, qui est certainement un des plus beaux que j'ai reçus. Et voilà, que ce soit Karen ou les autres du Québec, et puis ensuite de l'Europe francophone, euh, ils ont joué un grand rôle dans la vie de ce livre-là. Est-ce que tu t'attendais à un tel engouement autour de ce livre? Parce que là, tu parcours le monde, tu as reçu des prix prestigieux, le prix des libraires, le Femina des lycéens, bien sûr le prix du roman métis des lycéens. Est-ce que tu t'attendais à cet engouement autour de ton premier roman? Oui, évidemment que non. Je ne sais pas qui répondrait oui à cette question, mais, euh, mais c'est non, non, c'est complètement surprenant. Moi, le jour où j'ai su que le livre allait être publié, je voyais ça comme un aboutissement. J'étais content parce que le machin qui était un fichier sur mon ordinateur, sur un disque dur, allait devenir un papier. Et ça y est, je le tiendrais entre les mains, ce serait quelque chose de physique. Euh, mais c'était vraiment un aboutissement. Je ne pensais pas une seconde que ce serait le départ de quelque chose. Euh, D'ailleurs, l'histoire que je raconte parfois, c'est que j'y croyais tellement peu que le surlendemain du lancement du livre, je changeais de travail en me disant, bon, c'est vrai que ça fait 2 événements dans la même semaine, mais le livre, on va en parler pendant un mois et demi, puis après, on passera à autre chose. Donc, pour moi, la publication du roman, c'était le tenir entre les mains, c'était organiser une petite fête dans une librairie, inviter mes tantes, mes oncles, mes amis, et ça s'arrêtait à peu près là. Euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui, voir qu'il traverse les frontières et voir qu'il est choisi par des lecteurs, par des libraires, par des bibliothécaires et même par des lycéens, et ben, ça fait partie des choses qui continuent à me surprendre et à m'émerveiller. Alors, nous avons d'autres commentaires. Nati, qui dit qu'elle ne connaissait pas ton livre, mais ce que tu en dis semble d'une ouverture, d'une fluidité et d'un naturel, donc elle apprécie beaucoup. Je suppose qu'elle va le lire prochainement. Nous avons également Sedley. Alors, Sedley qui nous écrit de l'île Maurice. Hein. Bonjour à toi, Sedley. 2 questions en une. Est-ce qu'un livre change les mentalités? Et est-ce que votre livre aidera à changer les regards sur l'homosexualité? C'est une bonne question. C'est une question que parfois je me pose aujourd'hui, mais c'est une question que je ne me posais pas du tout au moment d'écrire. Euh, Parce qu'un roman, et surtout, je pense, un premier roman, on l'écrit dans une certaine forme d'insouciance. Encore une fois, moi, j'écris pas dans une vocation politique, j'écris pas pour changer les choses, j'écris pour raconter une histoire, et, et je la raconte avec le matériel que je connais, avec les choses qui me touchent, avec ce dont je suis capable. Euh, mais oui, c'est sûr que savoir que ce livre est lu par des personnes dont parfois je sais que c'est le premier livre avec une histoire d'amour entre deux hommes, euh,
je me dis peut-être que ça les poussera dans un effort d'empathie qu'ils n'avaient peut-être pas déjà fait sur le sujet. Euh, je crois beaucoup en l'émotion, mais je ne cherche pas forcément à récupérer ces émotions au profit de quelque chose. Il y a une espèce de grande phrase là qui dit tout le temps que toute forme d'art est intrinsèquement politique. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense que s'il fallait réduire l'art à quelque chose, sa forme la plus petite, ce serait les émotions. Euh, L'art est fait pour faire naître des émotions. Hein, que ce soit un humoriste, un pianiste, un écrivain, un cinéaste, le but est toujours de faire naître des émotions. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'art. Alors après, certains peuvent considérer que leur pratique de l'art est politique. Ça, je le conçois tout à fait, mais je ne pense pas que ce soit systématique. Picasso, quand il peint Guernica, évidemment qu'il y a un message politique derrière. Mais le même Picasso, quand il fait, je ne sais pas moi, une eau forte d'un arbre en gravure, je ne pense pas qu'il y a de message politique. Je crois qu'il cherche simplement à faire naître une émotion dans le regard de la personne qui regardera cette gravure. Et, et je pense que parfois les émotions ont le droit de ne pas être récupérées politiquement, en fait, de n'être que ce qu'elles sont. Voilà, on a ressenti un frisson et ce frisson, il existe simplement pour ce qu'il est. Alors après, oui, quand on écrit, je crois qu'il y a toujours un peu de ses propres valeurs qui transparaissent. Et si les mentalités changent et qu'elles changent vers plus d'acceptation, plus d'ouverture d'esprit et plus d'empathie, ben j'en serais ravi. Mais, mais ce n'est pas une vocation quand j'écris. En tout cas, ce n'est pas ça qui est mon moteur quand j'écris. Alors, il y a Nati qui précise que bien évidemment, elle tâchera de lire le livre. Paul qui te remercie, hein, qui voulait te rencontrer, mais Garance en a décidé autrement, mais peut-être qu'on te reverra à la réunion bientôt, on l'espère. On croise les doigts. Sandra demande quelle a été la partie la plus facile et la plus difficile à écrire dans ce roman. La plus facile, c'est drôle, on me demande souvent la plus difficile, on me demande jamais la plus facile. La plus facile. Alors, il y en a une que j'ai écrite, c'est mon passage préféré du roman, et je me souviens l'avoir écrite dans une sorte de demi-sommeil, de manière très fluide comme ça, en me disant, bon, quand je serai complètement réveillé, peut-être que je trouverai que c'est nul, mais... Et en fait, quand je l'ai relu complètement réveillé, j'ai presque pas changé un mot. C'est un passage qui est à la fin du roman, donc je ne peux pas trop en parler pour ne pas raconter, mais disons que c'est un passage avec une chanson de Dalida. Et c'est le retour de ce médecin sur le lieu où il avait son dispensaire et où il faisait le bien quelques décennies plus tôt. Et je me souviens très bien de cette espèce de... Ouais, vraiment un état de demi-sommeil. Je ne sais pas quelle heure il était quand j'ai eu ce truc, mais je me suis réveillé avec les idées. Je me suis dit, il faut à tout prix que je les couche sur papier. Et c'est probablement celui qui s'est écrit le plus facilement. Et c'est la seule fois, moi je ne suis pas du genre à m'émouvoir de ma propre écriture, mais je crois que c'est la seule fois où en écrivant, j'avais les larmes aux yeux, je sentais un truc. Ça tient peut-être aussi au demi-sommeil dans lequel j'étais, mais ouais, il y avait un truc qui me parlait dans ce passage-là. Et le plus dur à écrire, parfois il y a des passages, on sait qu'il faut les raconter, on n'a pas envie de faire une ellipse, on n'a pas envie, par exemple, le chapitre sur le mariage, j'avais pas envie de retrouver les deux personnages, Tarek et Mira, 2 mois plus tard et de glisser au lecteur, ah oui, au passage, ils se sont mariés. Non, non, je voulais raconter la scène de mariage. Mais je sais que cette scène-là, je ne voulais pas raconter une scène de mariage traditionnelle. Je n'avais pas envie de raconter les changements de tenue de la mariée et puis les plats qu'on a mangés et puis les boissons et puis tout ça. Je voulais quelque chose de plus personnel. Et j'arrivais pas à trouver la manière de la raconter. Et puis à un moment, j'ai pensé à commencer par une conversation entre un homme et une femme. Et plus on avance dans la conversation, et plus on comprend que l'homme est le père et la femme est la fille, et que la fille est sur le point de se marier. Et ça permet aussi de faire passer un certain nombre de choses, des petits sous-entendus, les messages cachés que le père envoie vers sa fille. Et je me dis, en fait, ça,
c'est quelque chose de beaucoup plus universel que si j'avais raconté la liste du repas et puis les boissons et les danses. C'est quelque chose où, qu'on soit à Saint-Denis, à Paris, à Montréal ou au Caire, on est capable de se figurer dans cette relation entre un père et sa fille. Et voilà, parfois, on sait exactement ce qu'on veut raconter, on ne sait pas comment le raconter, et moi, c'est le genre de choses qui m'amuse. Le livre, il compte une cinquantaine de chapitres pour 300 pages, donc ce sont des chapitres qui sont assez courts. Et je les ai un peu imaginés comme des petites chansons. Chacun a un peu son unité d'écriture. Il y en a qui sont d'ailleurs inspirés par des chansons, il y en a qui sont inspirés par des œuvres d'art. Celle dont je vous parlais avec la chanson de Dalida, elle est très inspirée d'une scène de film, par exemple. Et j'aime bien écrire comme ça des petits textes qui, mis bout à bout, finissent par faire un roman. Il y a Jawed, bonjour Jawed, qui précise qu'il a beaucoup aimé le livre, le rythme, le style aussi, beaucoup d'émotions. Hein. On espère vous voir, dit-il, et il est heureux que le roman ait plu aux jeunes. Donc Jawed de Fleurimont-Saint-Paul. Eh ben, merci Jawed. En toute honnêteté, quand j'ai su que le roman allait être publié, j'ai demandé à mon éditeur, mais combien il faut que tu vendes d'exemplaires de ce roman pour faire ton premier dollar canadien? Et il m'a dit 1485, je me souviens du chiffre. Et je me suis dit, oula, 1485. Moi, je vois bien une trentaine d'amis de mes parents qui sont d'accord pour l'acheter, mais alors 1485, ça commence à faire beaucoup. Et j'ai essayé de penser à qui ça pourrait intéresser. Je me suis dit, peut-être les gens qui ont vécu en Égypte à cette époque-là, peut-être la communauté LGBTQ+, parce que c'est quand même une histoire d'amour entre deux hommes. Bon, j'ai essayé d'imaginer des gens. Et je dois dire que jamais, je n'aurais pensé que ça pourrait intéresser des jeunes, des lycéens. Parce que je me disais, ce roman-là, il est écrit dans une forme assez classique. Il se passe dans un pays qui n'est pas le leur, à une époque où il n'était même pas né. Hein, ça court sur 40 ans à peu près, mais ça se termine en 2001. Je me disais, mais qu'est-ce qu'un jeune pourrait trouver à un roman pareil? Et le fait d'avoir reçu le prix Métis des lycéens et le féminin des lycéens, déjà, ça a été une belle petite claque d'humilité pour me rappeler que les jeunes sont certainement beaucoup plus curieux que les préjugés qu'on peut avoir sur eux. Et ça a été aussi une de mes surprises. Donc oui, je suis content que Jawed le remarque et s'enregistre. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment réchauffé le cœur. J'imagine que les échanges, pour ceux que tu as pu avoir avec les lycéens de La Réunion, ont été très riches. Mais oui, alors déjà, c'était hyper émouvant parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup de surprises qu'ils m'ont fait. Là, je ne vais pas tourner ma caméra, mais vous verriez ma chambre d'hôtel, elle est remplie de petits dessins qu'ils m'ont fait, de petits livrets avec un certain nombre de surprises, des textes qu'ils m'ont écrits. Je me souviens d'Aaron qui a pris sa guitare en classe et qui s'est mis à chanter une chanson qu'il avait composée à propos de cette histoire. Je me souviens d'Amandine qui était super douée, qui a fait des dessins un peu en version manga de Tarek et d'Ali en mettant des extraits. Je me souviens de tout un tas de choses très, très précisément qui m'ont beaucoup, beaucoup touché au cours des visites de lycée que j'ai pu faire et de conversations qui m'ont touché. Moi, j'ai vraiment l'impression que les lycéens sont ceux qui ont le mieux compris ce que je voulais écrire. J'ai la chance qu'il ait été adopté par un public assez large, mais c'est vraiment quand j'entends les jeunes en parler que je me trouve le plus proche de mes intentions de départ. J'ai eu beaucoup de journalistes qui m'ont interrogé sur ce roman, puis qui avaient des manières très complexes de le présenter, qui disaient que c'était une grande saga familiale ou une plongée dans l'Égypte levantine ou des choses comme ça, que j'étais moi-même pas bien sûr de comprendre. Alors que moi, ce que je voulais, c'était vraiment écrire une histoire d'amour. C'était ça ma principale intention. Et un jour, après un prix qui avait été remis par des lycéens, il y a un journaliste qui était passé dans les rangs à la radio et qui tendait le micro à l'un d'eux en disant « Mais pourquoi vous avez choisi ce roman-là »
Et le jeune, qui devait avoir 15 ou 16 ans, a répondu très spontanément parce que c'est une incroyable ode à l'amour. Et moi, quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu ce jeune-là dire aussi spontanément que ce qu'il avait touché dans ce roman, c'est que c'était une histoire d'amour, et ben, ça a débloqué quelque chose dans ma tête. Au début, je n'osais pas trop le dire aux journalistes parce que je me disais, bon, ben, j'étais en nomination pour des prix qui étaient assez prestigieux et j'avais des journalistes qui avaient des formules très ronflantes autour de ce livre et je me disais, ben, je vais quand même pas commencer à leur dire que ce que j'ai voulu écrire, c'est une histoire d'amour. Ça fait un peu quiche de le présenter comme ça. Mais après avoir entendu ce gamin en parler avec autant de simplicité, ben ouais, ça a vraiment débloqué un truc chez moi. Et maintenant, je pense que j'en parle beaucoup plus facilement comme avant tout d'une histoire d'amour. Gigi qui te dit de ne pas attendre 15 ans pour publier le prochain roman. Et qui conseille de décrocher le Grand Prix du roman métis, ainsi tu peux revenir nous voir début décembre, hors période cyclone, bien sûr. On passera le message. Il y a Stéphane qui dit que les lycéens ne se trompent jamais sur la qualité d'un roman. Donc, Stéphane, qui sait de quoi il parle, hein, puisqu'il est enseignant, hein, tu l'as rencontré au lycée Maison Blanche, la salle Maison Blanche. Mais oui. Et certains... Et dont les étudiants m'ont accompagné sur Radio Arc-en-Ciel pour une très jolie émission. Avec Joyce Martial, oui. Avec Joyce. Et ces étudiants, il y en a même certains qui vont présenter le roman au bac, à l'oral du bac, plus précisément. Sandra qui nous dit, oui, il y a même plusieurs histoires d'amour. C'est une des forces du roman, l'amour filial entre frères, sœurs. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un roman d'amour au pluriel finalement? Oui, j'aime beaucoup cette manière de le présenter parce que c'est vrai. C'est vrai que c'est une histoire d'amour au pluriel. C'est vrai qu'il y a différentes formes Moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment de faire quelque chose qui était assez inspiré d'une pièce de théâtre. On a peu de personnages et c'est vraiment d'écrire les liens d'amour et parfois de tension qu'il y a entre eux. Et je crois que j'avais envie de ça. Parfois, je dis que si on demandait à une intelligence artificielle de résumer ce livre, eh ben, il aurait l'air vraiment dramatique parce qu'il se passerait des deuils et des ruptures et des choses comme ça. Mais en fait, en l'écrivant, moi, j'avais envie d'un truc qui avait sa propre tendresse, qui avait une certaine lumière. C'était vraiment important. Et je crois que l'amour, c'était une des composantes essentielles pour moi. Les amours étaient une composante essentielle. L'amour filial, l'amour fraternel, l'amour entre une mère et son fils aussi. Et bien sûr, l'amour entre Tarek et Mira, et puis plus tard entre Tarek et Ali. Tu parlais de théâtre tout à l'heure. Est-ce que ce que je sais de toi pourrait devenir une pièce de théâtre? Oui, il y a un projet. Oui. Et c'est drôle parce que c'est ici à La Réunion que j'ai eu ma première rencontre par visio avec les équipes qui vont travailler dessus. Mais il y a effectivement un projet qui réunit 3 théâtres. Le théâtre du CEP à Montréal, le théâtre du Trident à Québec et le théâtre national de la Colline à Paris. Et alors, c'est le tout début du projet, on verra s'il aboutit ou pas. On est vraiment dans les premiers pas, puis c'est des choses qui peuvent mettre plusieurs années à aboutir. Mais voilà, il va y avoir 2 ateliers de création entre le Québec et la France pour essayer de faire l'adaptation de ce roman-là. J'ai entendu les premières idées qu'ils avaient sur l'adaptation, les premiers partis pris. Et ça m'a vraiment enthousiasmé. Il y a des trucs où je me dis, parce qu'il y a des choses qui sont des vrais défis pour une adaptation au théâtre. On parlait tout à l'heure de la narration à la deuxième personne. La narration à la deuxième personne, ça marche dans un roman, mais on fait comment au théâtre? Moi, mon roman, j'ai essayé d'y mettre beaucoup d'odeurs, j'ai essayé de faire quelque chose un peu sensoriel, mais pareil, on fait comment au théâtre pour ça? Et je crois qu'à l'inverse, il y a tout un tas d'opportunités que le théâtre présente, tout un tas de choses qu'on peut explorer, qu'on peut créer, qu'on peut imaginer et qu'on ne peut pas faire en littérature. Donc, j'ai vraiment très hâte. J'espère que ce projet aboutira. Mais voilà, c'est
disons qu'il est né sous des belles étoiles et avec un porteur de projet qui est un des réalisateurs les plus talentueux du Québec. Donc j'espère vraiment qu'on aura l'occasion en France et dans mon Québec natal de le voir. Et au cinéma, est-ce qu'on pourrait éventuellement le voir au cinéma? Ah, ça serait bien. Ça serait bien. On a eu des... Disons qu'on a été approché par des producteurs. Il n'y a rien qui a été encore officialisé sur le sujet, mais il y a des premières marques d'intérêt qui sont très enthousiasmantes pour moi. J'ai vraiment envie que des gens se prennent d'amour pour cette histoire et puis essayent d'en faire quelque chose d'autre avec leur forme d'art. Et je pense que, puis ça vaut pour le théâtre comme pour le cinéma, je pense que ce ne sont pas nécessairement les adaptations les plus fidèles qui font les meilleurs films ou les meilleures pièces. Donc voilà, moi j'ai envie que les gens s'en emparent et puis, avec leur intelligence, avec leur connaissance, avec leur médium, en fassent quelque chose qui leur ressemble. Et j'accueillerai ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et au niveau du titre, alors, ce que je sais de toi, est-ce que le titre s'est imposé dès le début du roman ou est-ce que c'est venu plus vers la fin? C'est compliqué la question du titre. Hein. C'est très compliqué. Moi, au départ, j'avais trouvé un autre titre qui était beaucoup plus long, qui était « Ce que je sais de toi sans tes l'ail et l'anis », qui est une phrase du texte. Et j'étais content parce qu'il y avait un peu les odeurs. On parlait des odeurs tout à l'heure. Moi, beaucoup des révélations de ce roman sont faites dans les effluves d'une cuisine. Donc, avoir ces odeurs d'ail, d'anis qui sont mélangées dans le titre, ça me plaisait bien. Ce que je sais de toi, j'aimais bien aussi le jeu et le toi, parce qu'on parlait du narrateur ou de la narratrice inconnue. Donc voilà, il y a un toi qui est Tarek, qu'on connaît rapidement. Il y a un jeu qui apparaîtra par la suite, qui est une personne qu'on va découvrir. Donc j'étais content de les avoir dans le titre. Et puis, ce que je sais de toi sans tes l'ail et l'anis, c'est un alexandrin. Donc je me suis dit, bon, un alexandrin pour parler d'Égypte, c'est quand même drôle. Mais ça faisait rire que moi, donc on a vite abandonné. Surtout que mon éditeur m'avait dit, tu sais, toi, avec tes histoires d'odeur d'ail, on va pas vendre 3 bouquins. Donc on l'a coupé en 2. Mais ça a été une vraie question, trouver le bon titre. Il y a même eu un petit sondage dans la maison d'édition qui l'a publié originellement au Québec. On a fait un petit sondage où chacun pouvait proposer un titre et puis chacun votait pour les titres qu'il préférait. Et finalement, c'est la moitié du titre initial qui a été retenu. Un titre, en tout cas, qui dit bien le contenu, finalement. Donc, le titre, c'est toujours un questionnement pour un auteur. Il y a également l'illustration de couverture. Alors, je la montre, je ne sais pas si on la voit bien, à ceux qui nous regardent. Donc, très belle couverture, très belle illustration. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que c'est la maison d'édition? Est-ce que vous en avez parlé? C'est vraiment la maison d'édition, chez Philippe Ray, qui l'a trouvé. Benoît, qui fait toutes les relations libraires, notamment avec aux éditions Philippe Ray, qui avait repéré cet artiste-là, cette toile-là en particulier, et qui l'avait proposé. En fait, le roman est sorti au Québec initialement aux éditions Alto avec une autre couverture qui était une photo où on voyait 2 hommes qui se regardaient pas vraiment dans une espèce de beaucoup de jeux d'ombre et il trouvait que c'était un peu trop sombre visuellement et voilà, l'idée c'était d'avoir quelque chose qui était un peu plus lumineux, qui se repérait peut-être un peu mieux en devanture de librairie. Et il y a eu cette très très jolie toile d'Ali Reza Shojayan, qui est un artiste iranien, réfugié politique, parce qu'il a dû fuir l'Iran en raison de son orientation sexuelle. Et c'est drôle parce qu'il s'appelle Ali Reza, c'est son prénom, mais toute sa famille l'appelle Ali. Et la première fois qu'on a été en contact tous les deux, il m'a dit, mais tu sais, moi mon copain s'appelle Tarek. Et donc avoir un Ali qui avait peint cette couverture et qui sort avec un Tarek, j'ai trouvé que c'était quand même une coïncidence assez incroyable. Donc voilà. Et pour rajouter une coïncidence
à celle de notre rencontre. La première fois que j'ai rencontré ce peintre-là, je me suis rendu à son atelier qui était à Montmartre. Et lui était descendu acheter, je sais pas, des croissants ou quelque chose pour me recevoir. Et en fait, on s'est croisés juste avant que j'arrive. On s'est croisés sur la place d'Alida. Ça ne s'invente pas. Donc voilà, j'ai rencontré Ali, le copain de Tarek, sur la place d'Alida. Et rien que cette pensée-là me rend heureux. Ce sont des signes, de beaux signes en tout cas. Ben oui, Mektoub. Alors, l'heure passe, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires à poser à notre auteur Éric Chacour. Parlons un petit peu du personnage de Mira. Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, un personnage de femme hein, qui subit l'éloignement de son époux. Comment est-ce que tu as créé ce personnage? Mira, c'est un personnage qui n'est pas simple parce que on n'est jamais dans sa tête. On la voit toujours un peu en ombre chinoise. Et pour nous aider à comprendre un petit peu ce qu'elle est, pour avoir deux, trois clés quand même, il y a ses surnoms. Donc tout au long du roman, elle va avoir des surnoms qui lui sont donnés par le narrateur ou la narratrice. Mira Antigone, Mira Conquête spatiale, Mira, voilà. Et c'est drôle parce qu'un jour, une dame s'est approchée de moi en librairie. Là, il y avait une petite rencontre, un jeu de questions-réponses. Elle n'a pas forcément posé de questions, mais elle est venue me voir à la fin au moment des dédicaces et elle m'a apporté un bracelet qu'elle avait fait avec tous les surnoms de Mira. Elle les avait enfilés dans l'ordre où ils apparaissaient. Elle avait mis 2 perles bleues à chaque fois qu'on sautait de partie dans le livre et elle avait fait son petit bracelet de Mira. Et pour la petite histoire, quand on a fait la traduction en anglais, le traducteur me disait « Ah, c'est compliqué cette histoire de surnom de Mira parce que ça passe bien en français, parce que vous, les Français, vous êtes très conceptuels, tout ça. Mais alors en anglais, ça ne passe pas du tout. C'est très compliqué. Est-ce qu'on pourrait les abandonner ?» J'ai dit non, c'est quand même important. Donc, je lui ai envoyé la photo du bracelet de la lectrice dans la bibliothèque en disant, tu vois, pour certains lecteurs, c'est très important. Et on a cherché une manière en anglais de le traduire qui s'intégrait mieux dans la langue anglaise. Donc, on a trouvé autre chose qui est aussi un petit gimmick qui revient de temps en temps dans le livre, qui n'est pas exactement la même chose avec le trait d'union, mais qui est une autre manière de le faire. Et donc, Mira, c'est une femme qui est très, très en avance sur son époque, qui fait des choses qu'une femme égyptienne à cette époque ne ferait pas, hein. Partir comme ça sans son mari pendant des jours en voyage, c'est pas quelque chose qu'une femme de cette époque ferait. Et on voit au début du livre qu'elle est beaucoup plus dégourdie que Tarek, qu'elle se moque gentiment de lui, qu'elle passe la main dans les cheveux pour les désordonner un petit peu. C'est une femme pleine de vie, mais qui va vivre quelque chose de très difficile, jusqu'à un certain point de très humiliant socialement aussi, et qui va finir par se refermer dans une certaine amertume, qui va faire le choix de rester dans cette famille-là, plutôt que de fuir cette espèce de huis clos un peu étouffant, et qui va finir par être gagné un peu dans son amertume. Mais pour autant, il n'y a pas que ça. Il y a, je pense, beaucoup plus dans ce personnage-là. Il y a tous les rêves déçus, et puis il y a aussi une certaine forme d'injustice par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais voilà, je suis content quand les lecteurs s'attachent à elle, parce que c'est un personnage qui a souffert et c'est un personnage qui, je ne voudrais pas qu'on la résume simplement au fait qu'elle essaye de se venger. Je pense qu'elle est beaucoup plus que ça. Bonjour à Yannick qui vient de nous rejoindre. Sandra demande un souvenir de la Réunion en dehors de Garance. Ah, bah, les souvenirs de la Réunion, c'est surtout les rencontres avec les jeunes. C'est ça qui était merveilleux. Le prix Métis des lycéens, sa beauté, c'est qu'il est donné par des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans et qui se réunissent, qui élisent des délégués. Les délégués vont aller voter pour représenter la classe. Il y a une dizaine de classes dans une dizaine de lycées de la Réunion au total qui choisissent leurs livres. Et être choisis par des jeunes, c'est-à-dire des gens qui sont au début de leur vie de lecteur, qui sont encore en train d'affiner, qui sont en train de découvrir leurs premiers émois littéraires, qui sont en train de former leur goût, qui sont très exigeants aussi en matière de lecture et qui prennent vraiment au sérieux le fait de
devoir se positionner sur un livre, de devoir expliquer, de devoir justifier un choix, c'est vraiment un beau cadeau. Et je crois que ça fait partie des moments les plus émouvants que j'ai vécus. Et donc voilà, avant que Garance ne vienne nous imposer ses lois et nous ramener à notre petite humanité, on était sur la route et tous les jours, on faisait 2 lycées, 2 classes, on rencontrait les professeurs, les élèves. Et moi, j'en garde des souvenirs qui ne s'oublieront pas. Eh bien, voilà une belle conclusion. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Alors, normalement, demain, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, il y a une dédicace à la librairie Gérard. Pour l'instant, on ne sait pas si elle est maintenue ou pas, donc restez attentifs. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la Réunion des livres, sur la page Facebook ou Instagram d'ailleurs, de la librairie Gérard. Et puis, bien sûr, nous vous tenons au courant. Merci beaucoup, Eric, pour ta présence. Un grand merci Peggy, un grand merci aussi à toutes les personnes de la Réunion des livres parce que voilà, hier on était tous un peu désemparés, on se disait c'est dommage, il y avait trois bibliothèques, médiathèques qu'on a dû annuler, peut-être aussi la librairie, on espère que ce sera maintenu. On avait envie de faire un petit événement où on pouvait aller à votre rencontre. Et puis, on avait aussi envie, avec l'arrivée du cyclone, de changer un peu les idées de tout le monde. J'espère que ça a eu cette vertu. Encore une fois, j'espère que vous êtes tous bien confinés en sécurité chez vous et que vos proches sont en sécurité. Et je vous remercie pour tous ces beaux moments qu'on a vécus dans les derniers jours à La Réunion. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et bon courage à tous dans ces moments un peu compliqués. Merci beaucoup.